Débat spécial SCPI ce matin, deux spécialistes pour nous accompagner, le directeur général délégué de Père LAM, Alexandre Claudet, et Jonathan Diver, le spécialiste, le patron fondateur de meilleurscpi.com. Justement, Jonathan, ce dont on parle ce matin, ce sont les SCPI de rendement qui investissent dans les commerces, les bureaux, internationaux, etc. Est-ce qu'il y a d'autres types de SCPI ? Alors, il y a deux grandes catégories sur les SCPI. Il y a les SCPI qui ont vocation à produire un rendement, un dividende régulier, les SCPI de rendement. Et puis, il y a les SCPI dites fiscales qui ont vocation à donner un petit avantage fiscal en fin d'année pour réduire la note. Alors ça peut intéresser nos téléspectateurs puisqu'on est en fin d'année. Donc là, on commence à faire ses comptes, se dire, oh là là, on va de nouveau devoir payer des impôts sans doute l'an prochain. Qu'est-ce que c'est que ces SCPI défiscalisantes, entre guillemets ? Alors, c'est des SCPI il y a trois natures. Vous avez les SCPI de type Malraux qui vont investir dans des centres-villes, le cœur des centres-villes, et puis faire des travaux. Les travaux vont générer un impact fiscal pour l'épargnant positif. Les SCPI de type déficit foncier, vous avez beaucoup de revenus fonciers, vous souhaitez réduire vos revenus fonciers pour payer moins d'impôts, vous pouvez investir dans les SCPI de déficit foncier. Puis après, les SCPI de type Pinel, donc qui vont investir dans du logement neuf plutôt, et qui vont vous donner 18% généralement d'avantage fiscal sur le montant de votre investissement. Nous, on conseille plutôt à nos clients et puis même aux épargnants d'investir plutôt sur les SCPI Pinel parce qu'il y a une pérennité du capital qui est plus importante. Très bien, et donc plus d'informations sur le site meilleurscpi.com. Pour Periel, vous vous intéressez évidemment, ce sont des SCPI de rendement spécialisés dans plutôt les bureaux aujourd'hui, bureaux, commerce aussi. Alors majoritairement les bureaux, c'est le cas de PFO2 et PF1, même si on peut avoir un peu de diversification sur d'autres actifs. Et PFO qui devient progressivement une SCPI diversifiée avec trois grandes natures d'actifs. Les bureaux, effectivement, les commerces et des actifs acycliques. En fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs segments de marché avec des moteurs différents. Le bureau, son moteur, ça va être la croissance du PIB, c'est l'emploi, c'est la consommation de mètres carrés. Voilà. Et là, ça repart plutôt bien. Et donc là, ça repart plutôt bien, effectivement, après une période plus compliquée. Vous avez les commerces, eux, ils sont portés par la consommation des ménages. Et puis, vous avez un certain nombre d'actifs qui sont acycliques, parce que dépendant d'éléments qui sont plus sociétaux, tels que les actifs de santé, d'éducation, on a les écoles, les crèches, les cliniques, les EHPAD, etc. Alors les crèches justement, vous avez investi récemment, on voit une photo là d'une crèche. Alors celle-ci est une école en fait, c'est le siège de l'ESG, voilà, c'est un petit peu plus grand. C'est même un actif de grande taille qui est situé à Paris dans le 13e arrondissement, sur lequel on a un bail ferme de 12 ans et c'est donc un établissement qui peut accueillir du public. Les crèches en général sont des actifs qui sont plus petits. On sait qu'il y a beaucoup de crèches privées qui se développent actuellement. Qu'est-ce que vous appelez les actifs acycliques ? Ce sont des actifs acycliques, effectivement, parce que leur moteur ne va pas être économique, mais vraiment sociétal. On a besoin d'écoles, on a besoin de crèches. Je pense que tous les jeunes parents savent quelle est la difficulté aujourd'hui pour faire garder ces enfants. Donc il y a des initiatives privées à côté des initiatives, bien sûr, de l'État ou des villes, et qui font qu'on s'intéresse à ces murs dans lesquels on a une bonne stabilité, en général des beaux lots. Et une bonne visibilité également sur le remplissage. Le marché est là, quand on regarde la pyramide des âges, il y a les baby boomers, ou plutôt pas baby boomers maintenant, et puis vous avez aussi le taux de fécondité en France qui est plutôt bon, 2013 je crois que c'était 2%, donc la demande est là. Il y a 800 000 nouveaux bébés chaque année, donc oui, ça va alimenter pour l'instant effectivement ces places en crèche. Justement sur ces actifs acycliques, Jonathan, on a vu qu'il y avait de plus en plus aussi de spécialisation dans les SCPI. Vous nous avez présenté la dernière fois effectivement des SCPI spécialisés sur la santé. Sur quoi il vaut mieux investir? Est-ce qu'il faut justement ne pas mettre ses œufs dans le même panier, essayer de répartir et de panacher peut-être les investissements SCPI?
nous, vraiment, le conseil qu'on donne à nos clients, c'est de panacher sur plusieurs SCPI, plusieurs stratégies. La logique des SCPI diversifiées, en tout cas, telle qu'elle est évoquée par Alexandre sur PFO, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est important aussi que le gérant, par moment, puisse avoir les mains libres pour pouvoir se positionner sur un peu les actifs sur lesquels il va avoir les meilleures opportunités. Et puis, c'est vrai que ça solidifie quelque part le portefeuille. Donc, d'avoir différentes SCPI avec différentes stratégies qui vont solidifier et qui vont vous faire quelque part une moyenne plutôt positive sur votre portefeuille, c'est important. Ouais. On le voit justement dans la répartition, donc au début, c'est un investissement notamment sur les bureaux, c'est toujours la majorité, près de 68%, les 2/3. Ensuite les commerces 14%, les SCPI fiscales, on en a parlé, un petit peu plus de 10%, et ensuite diversifiés ou spécialisés 6%, et 1%. Alexandre Claudet, c'est vrai qu'on a parlé des bureaux, vous investissez aussi sur des commerces avec des grandes enseignes, en particulier un investissement qui est situé, vous l'avez dit, à Ivry pour la FNAC. Oui, alors là, il s'agit du siège de la FNAC, donc dans le prolongement de Paris, rive gauche, au bord de la Seine. C'est un actif extrêmement significatif, de belle qualité, dans un quartier qui se tertiarise et qui devient extrêmement dynamique. Et surtout avec un locataire, on se dit, que ce soit les laboratoires Mylan tout à l'heure ou la FNAC, c'est quand même des enseignes, c'est des sociétés cotées. Il y a très peu finalement de rotation dans les baux. Alors, ou est-ce qu'ils sont à moins d'une revalorisation finalement? Alors les caractéristiques des baux commerciaux, ce sont des baux, ce qu'on appelle des baux 3, 6, 9, puisque le locataire a la possibilité de résilier, de sortir tous les 3 ans. En général, c'est vrai que lors de la première de la première prise à bail, on négocie ce qu'on appelle une période ferme, donc il est courant que le locataire s'engage au départ sur 6 ans, voire 9 ans, ce qui permet une bonne stabilité des revenus pour la SCPI. Un point important également est d'acquérir des actifs dans lesquels les niveaux de loyer ne sont pas trop élevés, puisqu'effectivement, qui dit des niveaux de loyer bien positionnés dans le marché, dit une meilleure stabilité de l'entreprise qui l'occupe. Alors justement, il y a eu pas mal de renégociations, notamment juste après la crise 2008-2009, où là c'était compliqué. Est-ce que vous avez dû faire des efforts à ce moment-là pour garder vos locataires? Oui, alors on avait commencé en fait à anticiper des renégociations avant même la crise. Il faut se souvenir que dans les années 2007-2008, les indexations des loyers qui sont basées sur les matières premières étaient extrêmement importantes. On a vu des revalorisations de l'ordre de 8%, ce qui pouvait paraître énorme. Donc on avait déjà profité à l'époque de cette situation pour demander aux locataires de se réengager sur des périodes plus fortes, quitte à indexer un peu moins que ce qu'on aurait dû faire le bail. Donc ça a été une période qui a permis de consolider. Après, quand vous vivez une crise économique comme on a vécu, c'est vrai que vous avez des départs qui sont liés parfois à des faillites ou effectivement des entreprises qui cherchent de meilleures opportunités. On a dû gérer ce genre de cas. Alors, il faut savoir qu'on a une grande proximité avec nos locataires. Je crois qu'on est la première, si ce n'est la seule société de gestion de SCPI à avoir un label ISO qui nous donne une plus grande proximité avec nos partenaires, nos clients, nos locataires. Donc on avait pu anticiper ce genre de choses. Les anticiper, les fidéliser et finalement pas trop de rotation qui engendre évidemment des frais. On va passer à la partie pratique avec vous Jonathan, si on est convaincu parce que nous raconte Alexandre et qu'on veut investir justement sur PFO2, c'est ouvert aujourd'hui. Parce qu'effectivement il y a des SCPI qui sont ouvertes, d'autres fermées, enfin on ne peut pas souscrire sur l'ensemble des SCPI. Ouais, alors vous avez 2 types de SCPI, les SCPI dites à capital variable, donc qui vont augmenter leur capital régulièrement, sur lesquels vous pouvez souscrire en permanence, et les SCPI à capital fixe, sur lesquels, pour se positionner, il faut avoir une augmentation de capital qui est proposée par le gérant. Donc, en l'occurrence, quand on prend PFO2 et PFO, sur PFO, vous avez, c'était anciennement une SCPI à capital fixe qui est passée à capital variable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur PFO, qui a une logique diversifiée, 5% de rendement en objectif, bien, vous pouvez vous positionner tout de suite comptant, si vous disposez de liquidités en investissant immédiatement,
à crédit avec votre banquier par exemple. Alors justement, si on veut rentrer dans le capital, devenir associé, hein, c'est bien ça, comment ça se passe? Quel est le montant de la part de la SCPI PFO? Alors c'est quelque chose qui est très accessible, hein, puisque c'est 5 parts minimum, hein, 932 €, ça doit faire 4 600. Un petit peu moins de 5 000 €, allez. Un petit peu moins de 5 000 €. L'accès peut se faire donc soit directement au comptant, peut se faire également à crédit, voire par l'intermédiaire de contrats d'assurance vie, puisque les SCPI, en tout cas pour certaines, sont référencées comme unité de compte de contrat d'assurance vie. D'accord. Est-ce que c'est intéressant d'investir via son contrat d'assurance vie, Jonathan? Il y a un intérêt fiscal qui est assez évident. Maintenant, toutes les SCPI ne sont pas disponibles dans les cadres de contrats d'assurance vie et ça s'adresse vraiment aux épargnants qui ont des liquidités, j'allais dire, immédiates ou régulières à investir. Voilà. Donc effectivement plusieurs modes d'accès et puis on peut panacher donc à partir de 5 000 €. Ce qui rebute un petit peu les investisseurs en général, c'est le montant des frais qui est toujours un petit peu étonnant. On est à près de 10%, voire plus, 10 à 14%. Expliquez-nous pourquoi les frais sont comme ça aussi élevés à l'entrée. Alors c'est vrai qu'en général, l'investisseur a tendance à faire un parallèle avec une SICAV ou un contrat d'assurance vie. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des actifs immobiliers. Aujourd'hui, vous allez acheter un appartement, vous allez passer par un agent immobilier, vous allez payer 5 ou 6% de frais, et puis ensuite vous allez passer chez le notaire et vous paierez encore à peu près 7% de frais d'acte. Bon voilà, ce sont des actifs immobiliers, donc effectivement, au départ, nous avons des frais plus importants que sur un actif. Il y a une partie de taxes finalement, les droits d'enregistrement qu'on paye, on dit abusivement frais de notaire, hein, c'est pas pour le notaire, hein, c'est aussi oui, bien sûr, il y a une grosse partie de taxes. Donc dans ces 10%, il y a quoi, 5%, 6% qui sont effectivement relatifs à toutes les taxes de la transaction? Voilà, vous avez les taxes, vous avez les frais de recherche d'immeubles et les frais commerciaux du produit. Donc c'est ce qui explique ces montants. N'oublions pas que sur une SCPI, les frais de gestion sont relativement faibles par rapport à d'autres actifs, puisque s'ils sont de l'ordre de 10% des dividendes, c'est un taux qui paraît élevé, mais si on le ramène à l'encours de la SCPI, au capital, comme le sont les SICAV, les contrats d'assurance vie, etc., on s'aperçoit qu'on est plus près de 0,70, ce qui est à peu près à moitié moins que sur une SICAV, alors qu'on ne gère pas des lignes de titres, mais on gère des immeubles. C'est-à-dire qu'avec ces frais qui sont prélevés, on assure le suivi des immeubles, on doit se déplacer, on a un travail qui est relativement lourd et qui n'est pas à la charge de l'associé. Oui, puisque par rapport à l'immobilier qu'on aura en propre et en direct, évidemment, là on délègue complètement la gestion et on a donc on est payé tous les trimestres, tous les trimestres. Voilà, donc pour plus d'informations sur ces SCPI, eh bien rendez-vous sur le site meilleurscpi.com, hein, tout neuf, refait, très clair, avec un très bon guide, je vous recommande de le télécharger. Et pour plus d'informations sur PFO, PF1 et PFO2, rendez-vous sur le site de Perial Asset Management. Messieurs, merci, de nous avoir éclairé sur ce placement, la SCPI qui a le vent en poupe, qui devrait atteindre peut-être les 4 milliards de collecte cette année. Cette édition du débat de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi à 9h30. Tout de suite, on se reconnecte à la bourse et au placement dans Direct Investisseur.